question du monoxyde d'azote, le NO. C'est votre dernier cours de pharmaco du D1, vous avez eu vos 3 enseignements dirigés. Le cours sera sanctionné, c'est le mot, par un examen avec 12 points pour la partie cours, et je vous poserai 3 questions de 4 points chacune, avec comme d'habitude un petit cas clinique, pour être pratique et montrer que la pharmaco sert à quelque chose si vous en doutiez. Et puis, des questions sur les enseignements dirigés de 8 points. Vous penserez à bien séparer les copies cours des copies ED, puisque c'est mes collègues qui corrigeront les ED. J'aurai déjà assez à corriger avec les questions de cours. Alors, le monoxyde d'azote, représenté ici, avec un électron célibataire, donc très réactif, avec les espèces radicalaires. Je vous écris qu'il n'aime pas le célibat, et je tenterai de vous le prouver en fin de cours en vous montrant qu'il y a des applications, on va dire, de connotation sexuelle concernant le monoxyde d'azote. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de démonstration pratique. Alors, les oxydes d'azote, ce sont des gaz toxiques que vous inhalez quotidiennement lorsque vous marchez dans la rue, surtout si vous êtes petit. Et on n'aurait jamais pensé que ces produits-là, très toxiques, qu'on retrouve aussi dans les pluies acides, avaient une fonction, que ces gaz pourraient avoir des applications cliniques, et que même certains pourraient être utiles à l'économie de l'organisme. Donc ces différents gaz toxiques, et tout comme les microparticules aussi, qui sont très toxiques, les microparticules des diesels, mais c'est un autre sujet, on ne pensait pas qu'ils pouvaient être utiles. Et on était à 100 lieues, alors j'ai plutôt converti en kilomètres, à 400 km, d'imaginer que le NO put avoir, c'est pas très joli, un rôle utile dans notre vie, tout simplement parce que c'est un gaz. Et que c'était inconcevable, il y a encore 20 ans, qu'un gaz puisse servir à la transmission entre des cellules, à une transmission d'informations, ou puisse servir à générer des effets. On en était resté à la chimie. Tout était chimique. C'était difficile d'imaginer que des gaz soient utiles, et pourtant on avait déjà une petite notion, puisqu'on avait des gaz anesthésiques, je vais y revenir, justement, assez voisin du NO sans être le NO. Donc ce NO s'est avéré être un transmetteur gazeux, et du reste, c'est ce qui rendait son côté, on va dire, impalpable. Car pendant longtemps, près d'une vingtaine d'années, des gens comme Robert Furchgott et d'autres essayaient de trouver cette molécule dont ils avaient observé les effets, mais sans pouvoir la doser, sans pouvoir la reconnaître. Et on a tourné longtemps autour du pot, en l'occurrence, qui n'était pas un pot catalytique, mais le pot, la question du sujet de ce médiateur, sans arriver à le reconnaître. En plus, il avait une demi-vie très brève. Et c'est normal, puisque c'est un gaz, il diffuse et il part dans l'air. Si ce n'est qu'en milieu aqueux, il est converti en sel. Donc en milieu aqueux, il est stable. Donc ça rend possible son dosage. Et ça explique aussi sa toxicité. Et sa conversion vers des dérivés type nitrite, nitrate, qui eux sont tout à fait solubles dans l'eau. Vous connaissez les nitrates qui sont aussi des produits de dégradation des protéines ou des insecticides Vous connaissez ces produits, mais le nitrate en soi n'est pas réellement toxique. Si vous avez un aquarium, par exemple, et que vous donnez trop à manger à vos poissons, trop de protéines, les dérivés, l'ammoniac, évoluent vers nitrite, puis nitrate, qui sont ensuite consommés par les algues. Et du reste, si vous allez en Bretagne, il y a beaucoup de verdure qui résulte de ces dérivés nitrés. Mais ça m'éloigne un peu du sujet.
Donc en tout cas, le monoxyde d'azote, le NO, fait partie d'une famille de gaz, à ne pas confondre justement ce NO avec un autre oxyde d'azote qui est le monoxyde de diazote, deux azotes, qu'on appelle aussi le protoxyde d'azote ou gaz hilarant. Parce qu'initialement, quand vous inhalez ce gaz, quand vous le respirez, dans un premier temps, avant l'anesthésie générale, on commence par anesthésier certaines fibres qui ont plutôt des effets inhibiteurs, on va dire, sur la transmission nerveuse centrale. Bloquer des fibres inhibitrices, ça veut dire, c'est comme toujours, lever le pied d'un frein, et à ce moment-là, c'est des fibres, on va dire, plus positives qui s'expriment, et vous riez, vous faites plein de choses, vous êtes tout excité, maniaque, ça vous fait rire notamment. C'est pour ça qu'on l'appelait gaz hilarant. Et puis ensuite, on est endormi, et c'est les dentistes, justement, qui ont découvert ces effets avec un médecin qui avait fait une démonstration en amphithéâtre de l'effet anesthésique de ce gaz, mais dans sa première démonstration, ça a raté. Et donc, il est parti tout penaud. J'allais dire la queue basse. Ce qui n'est pas bien. Mais on y reviendra aussi sur ce sujet. Donc, un autre gaz est irritant et toxique, et c'est le dioxyde d'azote, mais peu importe. Donc, le gaz hilarant, très facile à préparer, est un anesthésique général qu'on utilise, le proto, encore en anesthésie générale. Très utilisé aujourd'hui. Alors déjà, on va prendre les choses dans l'ordre. Comment fabrique-t-on ce gaz, ce monoxyde d'azote? Eh bien, il faut une enzyme qui s'appelle la NO-synthase, la nitrique oxyde synthase, qu'on appelle la NOS, la nitrique oxyde synthase ou la NO-synthase, c'est plus facile à dire, qui est une enzyme héminique. Il faut du NADPH comme cofacteur, du fer, de la tétrahydrobioptérine et d'autres. Et tout commence par l'arginine. L'arginine, en présence d'oxygène, est d'abord hydroxylée sur cet azote, et ensuite survient une réduction par la NOS, la nitrique oxyde synthase, qui permet de libérer du monoxyde d'azote, du NO, et de la citrulline. Et c'est ce NO qui va générer tous les effets dont on va parler, qui est un gaz qui diffuse. Les NOS, on en connaît trois sortes. Il y en a déjà dans les neurones et les cellules épithéliales, qu'on appelle la N-NOS, comme neurone, le type 1. Ce qui veut dire que même votre cerveau, même vos neurones, font des petites bulles de gaz. C'est quand même extraordinaire. Dans le cerveau, vous faites des petits... Et dans les neurones, j'allais dire des petits proutes, c'est pas très joli, mais vous faites des petites bulles de gaz qui vont diffuser et aller induire des effets. Il y en a aussi dans des cellules comme les macrophages de la noce, une noce particulière qu'on appelle inductible, ce qui veut dire que sa quantité peut augmenter, notamment sous l'effet de cytokine. Et là, ça ne vous surprendra pas, cette iNOS intervient aussi dans les mécanismes inflammatoires, mais I veut dire dans ce cas précis inductible, la noce inductible. Et puis, il y a une nitrique oxyde synthase particulière, une isoforme particulière, présente dans l'endothélium. Et c'est là qu'on a découvert cette capacité de fabriquer ce gaz qui est le monoxyde d'azote dans les cellules endothéliales, et je vous dirai comment dans un instant. C'est vraiment dommage que vous qui voyez la pendule, qu'on l'ait mise là au lieu de là, vous êtes sûrement plus nombreux, mais pour l'enseignant, c'est dommage de ne pas voir l'heure en face. Mais bon, c'est dommage. C'est une petite parenthèse. Alors, les noces constitutives, celles qui sont présentes dans les neurones ou l'endothélium, sont stimulées par l'augmentation du calcium cytosolique.
Lorsque le calcium s'élève dans une cellule endothéliale, pour prendre l'exemple de la cellule endothéliale, sous l'effet de n'importe quelle stimulation de récepteurs, ça peut être des récepteurs cholinergiques ou d'autres récepteurs, je vous montrerai lesquels, ça peut être aussi le simple effet du frottement sur l'endothélium qui génère cette augmentation de calcium cytosolique. En tout cas, lorsque le calcium augmente dans les cellules endothéliales, sa liaison à la calmoduline génère l'activation de la noce. Donc voilà la cellule endothéliale, lorsque le calcium augmente dans cette cellule, et vous savez qu'il y a plein de facteurs circulants dans le sang qui vont pouvoir agir sur une multitude de récepteurs endothéliaux, ce qui aboutit à une augmentation du calcium cytosolique. Lorsque ça survient, ce phénomène, dans l'endothélium, la liaison du calcium à la calmoduline génère l'activation de la nitrique oxyde synthase, ce qui veut dire qu'à partir de la L-arginine et avec de l'oxygène, la iNOS va permettre de fabriquer du NO et la L-arginine sera convertie en citrulline. Ce NO, ce gaz, va diffuser. Il sort de la cellule endothéliale, se promène dans la média et va sur les cellules musculaires lisses de la média, puisqu'on est dans un vaisseau qui a de l'endothélium, il va aller activer la guanylate cyclase. Et c'est cette réaction qui va permettre de former du GMP cyclique et d'aboutir aux effets multiples du NO, qui sont donc des effets indirects liés à sa diffusion vers d'autres cellules, notamment des fibres musculaires lisses, permettant des effets multiples, tels que le relâchement vasculaire, si on est dans un vaisseau, et d'autres actions qui résultent aussi d'effets vasculaires, comme l'érection, mais si on est dans d'autres types cellulaires, il peut y avoir d'autres effets, notamment prolifératifs, mais peu importe. Donc, c'est du NO qui diffuse, qui se lie à la guanylate cyclase pour l'activer et permettre de former du GMP cyclique. Et le GMP cyclique génère tous ces effets parce qu'il y a d'autres réactions enzymatiques, notamment de phosphorylation, qui vont permettre cette réponse biologique. Donc le NO agit grâce à la formation de GMP cyclique. Ce GMP cyclique est normalement dégradé, c'est-à-dire que l'effet du NO ne sera pas très long, mais simplement parce que le GMP cyclique n'a pas une demi-vie très longue non plus. Il est très vite métabolisé, dégradé par des phosphodiestérases. Et comme il existe des médicaments capables de bloquer les phosphodiestérases, on va ainsi, si on les utilise, augmenter, prolonger l'action du NO. Je vais vous le réexpliquer tout à l'heure. Donc la guanylate cyclase est activée par le NO, qui vient s'y lier, ce qui permet, à partir du GTP, 3-phosphate, de former du GMP cyclique, un seul phosphate, et d'aboutir aux actions type relâchement vasculaire. Alors, lorsqu'on fait du NO, ça veut dire que à partir de l'arginine, on a abouti au NO et à de la citrulline. C'est la voie de gauche, hydroxyarginine, puis par la NO-synthase, libération de NO et formation de citrulline. Eh bien, il y a un cycle qui permet de régénérer l'arginine, de refaire de l'arginine, pour ainsi être capable de refaire du NO. Donc ce cycle-là nécessite une enzyme qui s'appelle l'arginosuccinate synthétase, et avec du fumarate et le substrat qui est la citrulline, on retourne vers l'arginine en libérant du fumarate. Ouais, j'ai pas été très clair là. Ça fait rien, vous voyez le cycle. C'est le cycle de régénération de l'arginine. C'est pour dire qu'on peut refaire de l'arginine à partir de la citrulline et avec un peu d'aspartate, en fait, j'ai dit une bêtise. Et c'est là qu'on libère du fumarate et de l'arginine. Bref. Revenons aux effets proprement dits du NO. C'est là que c'est chaud, c'est là que c'est intéressant. C'est là qu'on se fait du bien. Tout débute
par une question de pression artérielle. Si vous êtes étudiant à l'IUT de Quimper, je vous l'ai déjà dit, si vous êtes quimpérois ou quimpéroise, et que vous faites cet enseignement dirigé sur le rat, mais il y en a d'autres, hein, il y en a même un sur le cœur de l'huître, avec les effets inotropes de la sérotonine sur le cœur de l'huître. Donc c'est intéressant de faire du génie biologique. Mais enfin là, je ne vous parle pas du cœur de l'huître, et c'est dommage. Lorsqu'on injecte de l'acétylcholine au rat, la tension baisse. C'est ce que vous observez. Et si vous êtes encore plus observateur, ce dont je ne doute pas, vous pourrez même sur le tracé deviner que la pression est basse et le cœur lent. Si vous regardez bien le tracé, mais là ça c'est pour, on va dire, les fortiches, vous voyez ces petites oscillations qui dépendent de la fréquence cardiaque, mais vous observez qu'elles sont plus larges, c'est-à-dire qu'il y a quand même une bradycardie, en plus de la chute de tension. Est-ce que c'est la bradycardie qui génère la chute de tension? La réponse est non. C'est une vasodilatation. En fait, il y a combinaison de vasodilatation et de ralentissement cardiaque pour générer cette hypotension. Si vous avez les artères qui se relâchent et qu'en plus le cœur est lent, ça fait deux raisons pour que la pression baisse. Là, c'est ce que vous pouvez induire avec la métacholine, qui est un agoniste cholinergique. Alors, que vient faire le NO là-dedans? Puisque vous savez que la métacholine va activer des récepteurs muscariniques. Et bien le NO, c'est ce qui va permettre à l'acétylcholine d'agir. Ça va être le composé qui sera libéré par cette action muscarinique. Alors, déjà, un petit clin d'œil à ces grands personnages, Furchgott, Murad et Ignarro, qui ont eu des prix Nobel. Souvent, on vous cite des noms de gens qui ont eu des prix Nobel, mais bon, ça veut peut-être dire que ceux qui le montent espèrent un jour en avoir un, je ne sais pas, mais enfin, rassurez-vous, je n'attends rien. Bon, Robert Furchgott, n'empêche que son nom, vous pouvez le retenir, parce qu'il a choisi exprès le nom Endothelium Derived Relaxing Factor pour mettre RF, ses initiales, dans le nom abrégé de ce qu'il ne savait pas encore être un gaz. Donc ce monsieur avait déjà trouvé que quelque chose se passait au niveau de l'endothélium. Alors, il avait l'habitude d'induire des effets vasculaires avec l'acétylcholine, mais il est arrivé une fois que, avec l'acétylcholine, il induise une vasodilatation, ce qu'il n'était pas arrivé à observer avant. Jusqu'à un certain jour, l'acétylcholine ne dilatait pas les vaisseaux. Alors, dilater les vaisseaux, c'est-à-dire les relâcher. On mesure la traction exercée par la paroi vasculaire. Et donc, on commence par précontracter les artères et ensuite, on étudie des effets de relâchement. C'est comme ça que ça se passe in vitro. On prend des petits bouts d'artères et on les contracte et puis on les fait relâcher avec différentes molécules. Mais seulement, il est arrivé qu'une fois, il observe un effet qu'il ne s'attendait pas à trouver, c'est que l'application de concentration croissante d'acétylcholine dans le bain de perfusion de l'artère, il est arrivé qu'une fois, cette acétylcholine relâche l'artère. Et la raison était simple une fois qu'on l'a comprise, mais pas simple à comprendre sur l'instant. Mais comme tous les grands chercheurs, ayant observé quelque chose qu'il contrariait, il a cherché à comprendre pourquoi l'expérience ne donnait pas le résultat attendu. En vérité, c'était la préparation de l'artère qui avait changé. Il avait un technicien, un ingénieur avec lui, qui préparait les artères, qui avait changé la préparation de l'artère pour étudier la contraction ou le relâchement. Jusqu'à ce jour, il faisait des préparations
de fragments d'artères hélicoïdaux, c'est-à-dire, vous comprenez ce que c'est qu'une hélice. Et quand on prépare ainsi l'artère, sans le vouloir, on lui fait du mal. On lui fait perdre son endothélium. Il a changé la préparation, ce bon David. Il a fait un anneau. J'aurais pu dire une couronne, puisque son prénom était David. Bref, un anneau. Et en faisant l'anneau, c'est-à-dire en coupant un fragment d'artère sans aller toucher l'intérieur, en coupant au-dessus et en dessous, il n'a pas lésé l'endothélium. C'est-à-dire que l'endothélium est resté en bonne santé, ce qui est très difficile dans les préparations de vaisseaux, parce que c'est très fragile, l'endothélium. C'est une monocouche unicellulaire, ça ne demande qu'à partir. Et dites-vous que même quand on met des petits ballonnets, des sondes, tout ce que vous voulez, dans des vaisseaux, des artères pour aller les explorer, sans le vouloir, on arrache l'endothélium. Et ça change les propriétés des vaisseaux. Il faut que vous le sachiez, ça, quand même. Donc là, il avait un anneau avec endothélium. Et lorsqu'il a mis son agoniste cholinergique, qui était en l'occurrence du carbachol, il a découvert avec stupéfaction que ce carbachol, cet agoniste cholinergique, lorsqu'on augmentait ses concentrations, relâchait l'artère. Et ça, c'est un résultat qui lui a fait penser que l'endothélium pouvait avoir un rôle. Donc il a été là-dessus pendant des années. Il est arrivé à prouver ce rôle de l'endothélium. Cet endothélium, qui est cette monocouche, qui est très proche de la média, même s'il y a un sous-endothélium, et une limitante élastique, en tout cas, quand quelque chose est libéré par l'endothélium, un gaz par exemple, maintenant on peut le dire, il peut aller des deux côtés, soit vers l'intérieur du vaisseau, soit vers la média. Ne pensez pas que ça aille systématiquement vers la média. Il y a une partie du NO qui va aussi dans le sang et qui va du reste avoir des effets très importants, même si ça ne dure pas longtemps. Ça va jouer, ça va avoir des effets sur la coagulation notamment. Donc le NO va des deux côtés, sachez-le. Mais en tout cas, la partie qui va aller vers la média va avoir des effets absolument passionnants. Donc dans le cas présent, vous avez un récepteur sur l'endothélium. L'endothélium, c'est cette monocouche, ici, avec le sang qui est plus foncé. Lorsque notre agoniste cholinergique, carbachol, métacholine, ce que vous voulez, ou l'acétylcholine, même si vous en injectez directement, pourquoi pas, même si ça a une demi-vie très brève, du fait des cholinestérase circulantes, eh bien, l'acétylcholine ou les agonistes cholinergiques, disons, vont venir au contact du récepteur muscarinique endothélial et on va faire du NO. Et ce NO va diffuser, donc il peut sortir de ce côté ou de l'autre, mais en tout cas, lorsqu'il vient en contact des fibres lisses qui sont sous l'endothélium, et là il y a un exemple de fibre lisse qui y réagit, on fait du GMP cyclique et la fibre lisse se relâche. Le vaisseau se relâche. Alors, beaucoup de médiateurs sont capables d'activer cette nitrique oxyde synthase qui va permettre au NO de sortir des cellules. On va le voir, il y en a beaucoup. Donc, que ce soit dans l'endothélium ou les neurones, beaucoup de médiateurs font sortir du NO. Donc, il y a une part du tonus vasculaire, tout comme dans la neurotransmission, qui dépend de ce monoxyde d'azote. On le sait aujourd'hui parce que quand on va bloquer l'enzyme, la NOS, quand on va bloquer cette enzyme, on va voir apparaître des vasoconstrictions. Donc on sait qu'il y a du NO toujours libéré par l'endothélium. Et puis on sait aussi que quand l'endothélium est malade, on va voir que ça s'appelle la dysfonction endothéliale, le tonus vasculaire est modifié. Donc vraiment, le NO a un rôle physiologique. Et puis, il y a cette autre NOS, la NOS inductible, présente par exemple dans les macrophages et ailleurs, qui est synthétisée sous l'effet de différentes cytokines, qui, elle, joue plutôt un rôle dans l'inflammation. Et aussi, dans un cas particulier, qui est le choc septique. Quand il y a un choc septique et que la tension s'effondre, c'est en grande partie dû à l'action du NO. Alors, ça joue quand même un rôle, le NO, dans d'autres phénomènes inflammatoires, et notamment
pour combattre l'infection. On sait aussi que l'action anti-inflammatoire, comme celle exercée par les corticoïdes, peut résulter de l'inhibition de cette noce inductible. Une partie de l'effet anti-inflammatoire des corticoïdes résulte de l'inhibition de cette noce présente dans les macrophages, par exemple, et qui intervient dans ces réactions inflammatoires et autres. Donc quand je vous disais qu'il y a beaucoup de récepteurs sur les cellules endothéliales, vous savez que l'endothélium ne fait pas que libérer du NO. Il y a de la prostacycline, il y a aussi un autre facteur endothélial dont on ne connaît pas encore la nature à l'heure qu'il est, qui lui a l'effet inverse de la vasodilatation, qui peut agir comme facteur hyperpolarisant, on va dire. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le monoxyde d'azote, le NO, qui est ici, fabriqué grâce à l'activation de la noce endothéliale par l'augmentation du calcium intracellulaire. Eh bien, je vous disais qu'il y a beaucoup de médiateurs capables d'aller activer cette noce endothéliale. Je vous ai parlé de l'acétylcholine, mais vous savez maintenant qu'il n'y a pas d'acétylcholine circulante, donc c'est plus en pharmacologie qu'on s'intéresse à ce mécanisme. Mais il y a par contre de la substance P, de l'histamine, de la bradykinin, de l'ATP, d'autres composés susceptibles d'aller faire fabriquer du monoxyde d'azote et d'aboutir à ce relâchement des fibres lisses représentées sous l'endothélium ici. Mais du point de vue physiologique, le mécanisme le plus important, me semble-t-il, pour aboutir à la formation du NO, c'est quelque chose qui dépend du flux. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la vasodilatation flux dépendante, c'est-à-dire que quand le débit augmente, quand il y a un flux, les vaisseaux se relâchent. Quand par exemple vous vous levez, le sang descend dans les jambes et les artères fémorales s'ouvrent. C'est très bien fait. Vous avez un flux qui augmente, le vaisseau s'ouvre. C'est quasiment instantané. Ça met en jeu un mécanisme qui est lié à ce qu'on appelle, souvent en termes savants, et vous savez que les médecins français aiment beaucoup l'anglais pour un peu impressionner ceux qui le connaissent moins, le shear stress, comme on dit. Donc quand on frotte les cellules endothéliales, ce simple phénomène, disons, mécanique, va activer l'entrée du calcium et permettre l'activation de la noce endothéliale et ce phénomène de relâchement. Alors vous voyez, le monoxyde d'azote, le NO, aboutit à ce relâchement sous l'effet d'activation multiple, tous ces récepteurs, mais c'est celui-là, le facteur mécanique, qui est probablement le plus couramment mis en jeu, physiologique, dans les conditions physiologiques. Avec des médicaments, bien sûr, on peut avoir des actions endothéliales, aboutissement à du relâchement artériel. On a utilisé à une époque les agonistes cholinergiques dans l'artérite pour induire de la vasodilatation artérielle. Donc ces effets du NO, c'est d'abord le relâchement des fibres musculaires lisses. Alors, il y a aussi des fibres nerveuses qui libèrent du monoxyde d'azote. Alors au niveau cérébral, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on a trouvé aussi que même en périphérie, par opposition au cerveau, même en périphérie, on avait des fibres capables de libérer du monoxyde d'azote. Alors je vous ai déjà parlé de fibres adrénergiques, libérant de la noradrénaline, de fibres cholinergiques, libérant de l'acétylcholine. Eh bien, il y a un troisième type de fibres qui sont ni adrénergiques ni cholinergiques, qu'on a appelé des fibres NANC, pour non adrénergiques, non cholinergiques, dont on ne savait pas non plus ce qu'elles étaient capables de libérer, mais dont on connaissait les effets. Ces fibres libèrent du monoxyde d'azote. Où se trouvent ces fibres non adrénergiques, non cholinergiques? Eh bien, on en trouve
au niveau de l'innervation vasculaire, au niveau du tube digestif, et je vous montrerai dans un instant au niveau de la verge, et ça joue un rôle très important pour l'érection. Alors, ces fibres NANC se trouvent avec les fibres cholinergiques ou les fibres adrénergiques, c'est-à-dire qu'elles sont dans les mêmes nerfs, dans les mêmes gros nerfs. Vous avez les fibres principales sur lesquelles vous avez l'habitude de travailler, de réfléchir. Par exemple, dans un nerf sympathique, vous avez essentiellement des nerfs adrénergiques, mais vous avez aussi des fibres NANC dans certaines voies nerveuses. Même chose pour les fibres cholinergiques. Il y a des fibres cholinergiques, il y a de la voie vague, dans le vague même, ou dans les fibres issues de la moelle sacrée. Et vous avez en plus un petit contingent de fibres qui ne libèrent pas d'acétylcholine, mais qui libèrent ce monoxyde d'azote. Donc je vais vous montrer comment ça marche à peu près. Donc ça, c'est l'effet principal du NO, relâcher les fibres lisses, partout où elles se trouvent, on va dire. Et ça fait partie, en périphérie, du système nerveux qu'on va dire végétatif, involontaire, si vous préférez. Donc ça se trouve avec les voies du sympathique ou les voies du parasympathique, sans être pour autant des fibres libérant de la noradrénaline ou de l'acétylcholine. Il y a des actions du monoxyde d'azote, je vous l'ai dit, anti-agrégantes. Et là, ça se passe à l'intérieur du vaisseau, c'est l'action exercée par le NO libéré du côté de la circulation. Au niveau de la neurotransmission, dans le cerveau, bien sûr, un rôle pro-inflammatoire du monoxyde d'azote, on en a un peu parlé, puisque je vous ai dit que les anti-inflammatoires pouvaient inhiber la NO-synthase. C'est parce que, justement, le monoxyde d'azote a un rôle dans l'inflammation, pro-inflammatoire, qu'il favorise. Et puis, ça joue aussi dans la mort programmée, dans l'apoptose. Bref, le NO a été mis à toutes les sauces, si je puis dire. Il a une multitude d'effets, et c'est qu'une énumération de quelques effets que je vous montre là. Qu'est-ce que la fameuse dysfonction endothéliale? Le mot déjà est assez horrible, mais ça fait rien. Ça veut dire que l'endothélium marche mal. Alors, ça marche mal, mais c'est très porteur, c'est du marketing. Après, on va vous donner des médicaments qui corrigent la dysfonction endothéliale. Quand vous traiterez des hypertendus, vous aurez des visiteurs et des visiteuses qui viendront vous caresser dans le sens du poil en vous expliquant que leurs molécules corrigent, soignent la dysfonction endothéliale. Alors qui existe, en effet, dans l'hypertension artérielle, et qui veut dire que l'endothélium ne libère pas bien son monoxyde d'azote. Alors ce n'est pas l'absence de cellules endothéliales, c'est le fait que la fonction endothéliale est perturbée. Si on redonne à l'endothélium sa faculté de libérer du monoxyde d'azote, les vaisseaux se relâchent et la tension diminue. Et en plus, vous corrigez une anomalie, donc c'est très sain de retrouver l'état dit normal. Alors, quand on essaie de relâcher à l'acétylcholine des vaisseaux, des artères, par le NO, sans endothélium, il ne se passe rien. Vous mettez de l'acétylcholine, aucun relâchement, parce qu'il n'y a pas d'endothélium. Mais si vous prenez des artères d'animal hypertendu, alors hypertendu, on étudie souvent le rat mis au point par Okamoto et Aoki au Japon, qui ont sélectionné à partir de la souche de Kyoto des rats de niveau de pression de plus en plus élevé, donc spontaneously hypertensive rat, des rats spontanément hypertendus. Ce modèle-là, lorsqu'on lui met de l'acétylcholine en concentration croissante, se relâche, mais pas très bien. Je dis pas très bien parce que si vous prenez son témoin normotendu, le Wistar Kyoto, et que vous lui mettez des concentrations croissantes d'acétylcholine, lui se relâche fort bien quand vous augmentez les concentrations d'acétylcholine. Donc il y a bien une différence de relâchement entre les deux artères, on va dire, celle de l'hypertendu se relâchant moins avec l'agoniste cholinergique. Et c'est là qu'on parle de dysfonction endothéliale,
et qu'avec certains médicaments, on arrive à montrer que le relâchement artériel est restauré. Alors ça, c'est in vitro, mais on peut très bien mesurer du diamètre artériel radial et retrouver chez l'homme cette anomalie de relâchement avec les agonistes cholinergiques ou avec le flux ou avec tous les stimulants qui normalement relâchent les artères. Donc il y a bien une maladie, on va dire, du relâchement de l'artère dans l'hypertension artérielle. Elle reste contractée et se relâche mal. Si on restaure cette fonction, on récupérera une vasodilatation. C'est l'idée qu'il y a derrière cette notion de dysfonction endothéliale. Et tout dépend de cet endothélium qui a donc un rôle très important dans le tonus artériel. Quand on parle de dysfonction endothéliale, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre entre, normalement, cette balance à fléau est équilibrée, d'un côté des vasoconstricteurs, de l'autre des vasodilatateurs. C'est bien, on fait le ménage. Donc les vasoconstricteurs comme l'angiotensine, l'endothéline, thromboxane 2 ou anion superoxyde d'un côté, et les vasodilatateurs comme le monoxyde d'azote ou la prostacycline ou éventuellement les facteurs hyperpolarisants. Donc cet équilibre-là est rompu lorsqu'il y a la dysfonction endothéliale. Alors, le monoxyde d'azote, c'est utilisé aujourd'hui. Une fois qu'on a compris ses actions, on l'a testé dans des maladies où les artères étaient trop contractées. Bon, évidemment, dans l'hypertension artérielle ou dans l'angor, dans l'angine de poitrine, on va utiliser des molécules capables de relâcher les vaisseaux, mais on ne va pas inhaler ce gaz. C'est seulement dans certaines situations qu'on peut dire d'urgence, comme les syndromes de détresse respiratoire aiguë, quand il y a des hypoxémies graves, ou dans l'hypertension artérielle pulmonaire aussi, qu'on peut être amené à utiliser le monoxyde d'azote. Alors je vous ai écrit volontairement le mot bonbonne, que j'aime beaucoup. Bon, il a 8 lettres, mais surtout 3 N et 1 placé avant le B, ce qui est quand même pas courant. Est-ce que vous connaissez à ce propos le seul mot masculin de la langue française se terminant en « et » et qui est masculin? Le seul mot, ça n'a rien à voir avec bien sûr avec bonbonne, mais c'est amusant. J'ai posé la question à mes enfants, il leur a fallu beaucoup de temps pour trouver. Tous les mots se terminant en « et », E, de T, E, sont féminins, sauf un qui est du domaine médical. Vous ne connaissez pas? Oui, bravo. Vous l'avez trouvé en réfléchissant ou vous le saviez? Ah, j'aurais aimé savoir. Vous réfléchissez très vite, je vais dire. C'est très bien. Vous les avez tout de suite passés en revue et vous avez trouvé. Quand j'ai mon ancienne assistante Arlette qui est partie à la retraite, je lui ai fait un petit discours avec tous les mots. Enfin, j'avais mis 80 mots en « et » et je les faisais deviner au public venu nombreux pour lui souhaiter une bonne retraite. Et à chaque fois que quelqu'un trouvait, je lui donnais une petite allumette. Et à la fin, ceux qui en avaient le plus avaient une récompense. Et j'avais terminé ce discours pour Arlette par le mot qui est le plus proche d'Arlette, qui est lequel? Qui se termine en Arlette? Qui se termine en Arlette? Vous ne trouvez pas? Quoi? Raclette? Non. Le plus proche d'Arlette, celui qui contient Arlette en fait. Vous ne trouvez pas? Et ça lui allait très bien, c'était un beau mot de conclusion. Vous ne trouvez pas? Starlet, exactement, merci. Très bien. Ça va, vous êtes vif, hein, c'est bien. Je regarde l'heure, j'en profite, vous êtes encore vif, 11h42, très bien. Ça me donne le temps. J'aurai terminé à l'heure, ne craignez rien, ça ne sera pas très long même. Donc le monoxyde d'azote, utilisé à très faible concentration dans l'hypertension artérielle pulmonaire, qui peut être du reste d'origine médicamenteuse, car il y a des formes de toxicité qui génèrent de l'hypertension artérielle pulmonaire chez l'homme, des médicaments toxiques, comme des inhibiteurs de recapture de sérotonine, famille des antidépresseurs notamment.
Alors, on a des médicaments qui seront capables de contourner la synthèse par l'endothélium du NO. Et ça, c'est assez génial parce que votre but, c'est d'augmenter le NO dans certains cas. Je vous l'ai laissé deviner. Si vous avez un peu d'hypertension, si vous avez de l'angine de poitrine, que vous faites la crise d'Angor, vous avez besoin de refaire un peu du NO, de dilater les vaisseaux. Et l'endothélium n'est pas toujours en forme dans ces maladies-là. Il y a souvent de la dysfonction endothéliale. Alors, on est arrivé, certes sans le savoir, c'est a posteriori qu'on comprend les choses, mais on est arrivé à générer de la dilatation vasculaire avec un produit qui n'est autre que la nitroglycérine chère à Nobel, les dérivés nitrés, et dans les usines qui fabriquaient ces explosifs, c'est quand même un explosif, hein, mais on en prend très peu, hein, je vous rassure, pas suffisamment pour s'exploser, encore que, on va le voir, il y a des façons de l'utiliser, différentes des formes habituelles, mais on avait observé que dans les usines fabriquant de la nitroglycérine, de la poudre, eh bien, il y avait des gens qui avaient mal à la tête, en particulier le lundi. Et en plus, qui étaient rouges, mal à la tête avec des rougeurs, c'était dû à ce produit. Parce que pendant le week-end, ces ouvriers arrêtaient de travailler dans ces usines, donc l'effet de la nitroglycérine s'estompait, et puis dès qu'ils reprenaient le boulot, le lundi, il y avait l'effet aigu de la nitroglycérine, qui est justement d'induire de la vasodilatation, notamment au niveau extracérébral, qui génère du mal de tête. Et en plus de la rougeur, parce que ça dilate les artères, et donc on s'est dit qu'il y avait des effets vasculaires des dérivés nitrés, on ne pouvait pas ne pas se le dire. On les a étudiés, et au début on a dit, super, la nitroglycérine, ça dilate les vaisseaux, on va donner ça au coronarien, ça va lui dilater les coronaires. En fait, ce n'est pas exactement comme ça qu'on améliore l'angine de poitrine du coronarien, c'est tout simplement en dilatant les veines, parce qu'il n'y a pas qu'un effet artériel, mais un effet veineux, des dérivés nitrés. Si le sang revient moins vers le cœur, il y a moins de travail cardiaque, et comme vous savez que la douleur cardiaque survient parce qu'il y a une ischémie, un manque d'apport en oxygène au cœur des coronaires, s'il y a moins de travail pour le cœur, ben même une artère qui est un peu obstruée suffit aux besoins du myocarde. Donc finalement, ce n'est pas le fait de dilater les coronaires qui sera utile, mais le fait de diminuer le retour veineux. Peu importe, ça marche dans l'angine de poitrine. Et ça marche parce que la trinitrine, alors on l'a compris très tard, hein, je ne risquais pas de l'apprendre quand j'étais sur les bancs de la fac à votre place, puisqu'on ne connaissait même pas le monoxyde d'azote. Moi j'étais en postdoc quand on l'a trouvé en 87, et c'était un choc pour tout le laboratoire. Je me souviens que Jim Angus, qui travaillait sur le DRF et qui le cherchait comme on le cherchait dans tous les pays, courait dans tous les étages de l'institut en question où j'étais pour montrer cette issue du journal Nature indiquant la nature de l'EDRF, qui était ce gaz, le monoxyde d'azote. Bon, en tout cas, la trinitrine, connue depuis des lustres, marche en produisant du NO, mais sans passer par l'endothélium. Et on sait maintenant que c'est une enzyme mitochondriale qui fabriquera directement du NO. Alors, ça s'utilise de façon très curieuse, le NO. C'est pas vraiment il existe quelques formes utilisables péros qui sont entre guillemets protégées, mais déjà on veut que ça aille vite quand on a une crise d'angine de poitrine, on n'a pas envie d'attendre un quart d'heure. Et puis en plus, il faut savoir que quand ça passe par le foie, après l'absorption digestive, c'est très vite dégradé. C'est ce qu'on appelle l'effet de premier passage. Le foie dégrade la trinitrine. Donc le mieux, c'est d'éviter le système porte qui draine le sang de l'intestin et qui l'amène au foie où le produit risque d'être dégradé. Donc vous n'allez pas utiliser la voie orale pour éviter ce passage hépatique. Vous utiliserez plutôt
le passage par la muqueuse buccale avec des granules que vous pouvez mettre sous la langue, vous les cassez, il y a le liquide qui passe tout de suite dans le sang, ou même des pulvérisations, ou éventuellement, pour les utilisations plus chroniques, des patchs. Et là aussi, en passant par la peau, ça remonte au cœur et ça évite de passer par l'intestin. Autrefois, on a utilisé ces dérivés volatiles, c'est pour ça que je vous ai écrit sniffer. Alors maintenant, c'est interdit, qui se vendait dans les sex shops. Le nitrite d'amyle, qui est un nitrite qui permet d'aller faire du NO par cette enzyme mitochondriale, ça signalait et ça donnait une érection, une belle érection et une rougeur généralisée, mais au moins c'est visible. Et bon, ça s'utilise plus de cette façon. On va voir comment on fait pour aboutir à l'érection. Je vous fais un peu saliver là, excusez-moi, mais je vous fais attendre, mais ça va venir. Hein. Alors, bon, ça je vais passer là-dessus. Donc il y a les effets aigus dans la crise d'Angor et les effets chroniques dans la prévention. On sait qu'en chronique, il y a des phénomènes de tolérance également avec les dérivés nitrés. C'est-à-dire que les effets diminuent au cours du temps. La façon de maintenir cette action, c'est d'augmenter les doses. C'est ce qu'on appelle la tolérance. C'est comme pour l'alcool, si vous voulez. Les gens qui boivent beaucoup résistent bien, en quelque sorte, parce qu'ils métabolisent plus l'alcool. Mais il y a aussi une dépendance aux dérivés nitrés. C'est-à-dire que les gens qui prennent des dérivés nitrés, s'ils les arrêtent, peuvent faire une crise d'Angor brutale. Il faut le savoir aussi. Ça rend tout rouge, je vous l'ai dit, et ça donne des maux de tête. Alors, il ne faudra pas les associer aux inhibiteurs de la phosphodiesterase, type Viagra. Vous voyez qu'on y arrive. Pourquoi? Parce que si vous associez la trinitrine au Viagra, avec la trinitrine, vous allez faire du NO, donc augmenter ce GMP cyclique dont on parlait tout à l'heure. Mais si vous donnez du Viagra, qui est en l'occurrence un inhibiteur de la phosphodiesterase qui dégrade le GMP cyclique, celui-là est donc formé en quantité, mais n'est pas dégradé. Donc là, vous avez un effet vasculaire considérable, autrement dit des chutes de tension que certains diraient dramatiques. Alors, ça n'empêche pas que les coronariens qui ont des troubles vasculaires, et notamment endothéliaux, mais des obstructions et tout ce que vous voulez, aient une dysfonction érectile, surtout qu'il s'agit de gens plutôt âgés. Donc, ils seraient tentés de prendre le Viagra. Mais réfléchissez bien pour ne pas les abattre ainsi. Nous y voilà. Ces petits comprimés losangiques bleus de Pfizer, représentés en bas à droite. C'est le sildenafil, le Viagra. Au départ, ça n'avait pas été fabriqué pour soigner la dysfonction érectile. On voulait des molécules inhibitrices de la phosphodiesterase dont on connaît une forme au niveau cardiaque et on souhaitait obtenir un effet inotrope, redonner de la contraction cardiaque à des patients insuffisants cardiaques. Alors ça leur a été donné et les hommes qui en ont pris n'allaient pas tellement mieux au niveau cardiaque, mais étaient quand même très contents d'en avoir puisque ça leur a redonné une certaine vigueur qu'ils avaient perdue. Alors c'était la bonne époque pour découvrir des agents stimulants de cette nature, capables d'induire l'érection. Quelques années plus tôt, ça n'aurait pas pris. Ce sujet-là était relativement tabou. Par exemple, dans les années 70-80, je me souviens, moi je testais chez certains patients hypertendus un stimulant sexuel et ça marchait très bien, à tel point que je m'en étais gardé un peu de côté, que j'avais testé aussi, du reste, on ne peut pas s'en empêcher. Et il y a une longue histoire à ce sujet
que parfois je raconte, mais quand on insiste... Ah, vous l'avez demandé. Alors je vous la raconte, d'accord? Comme c'est le dernier cours, je me relâche un petit peu. Euh, il s'agissait du CU 32086, qui est... Alors, moi je l'ai appelé toujours le CU. J'avais jamais réalisé que j'aurais pu l'appeler le Q déjà. Bon, mais je l'appelais le CU 32086, qui était un dérivé dopaminergique, et on sait que la dopamine a des effets stimulants sexuels. Mais pas tout à fait comme celui-là. Là, l'action du Viagra, ça se passe en bas, en dessous de la ceinture. Alors que la dopamine, les stimulants dopaminergiques, ça se passe au niveau cérébral. Du reste, on a commercialisé des produits pour ça, ça augmente le désir, si vous voulez. Le CU32086, donc ce produit qui est un dérivé de l'ergot de seigle, qu'on a ensuite commercialisé dans la maladie de Parkinson, et on savait que chez les Parkinsoniens déjà, la L-Dopa donnant la dopamine, les excitait un peu, que ça leur redonnait le pouvoir de marcher, mais également le pouvoir de désirer, on va dire. Et ces Parkinsoniens, très calmes avant, et donc le CU32086, moi je travaillais à l'époque sur les actions centrales de la dopamine, dont j'avais montré que ça faisait chuter la tension, etc. Donc je m'étais dit, j'en ai marre de donner à mes hypertendus des produits qui abaissent la tension, mais qui leur font perdre leur fonction sexuelle. Et c'est vrai que la moitié de ma consultation, c'est à peu près ça, parce que je traite l'hypertension, mais je génère parfois un peu de dysfonction érectile, et ça me contrarie aussi, les patients d'abord. Donc il y a des tas de trucs et bon, enfin, on peut rétablir l'ordre si je puis dire, mais c'est quand même pas plaisant. Donc je m'étais dit, l'avenir, c'est pas un antihypertenseur qui affaiblit, mais plutôt un produit qui redonne de la fonction sexuelle tout en abaissant la tension. Et je testais ce CU32086 et ça marchait bien parce que j'avais à côté de moi une jeune externe qui s'appelait Margaret, qui était anglaise, hein, qui était rousse aussi, hein, évidemment, comme beaucoup d'anglaises, et qui était prude, évidemment, comme beaucoup d'anglaises également, mais qui n'était pas pour autant, qui avait l'air quand même d'être intéressée par le sujet, puisque c'est elle qui notait consciencieusement les améliorations des fonctions sexuelles de mes patients. Et c'est vrai qu'avec des doses fortes, il y avait des résultats extraordinaires. Alors je me souviens une fois, un patient qui me dit « Docteur, j'ai dû arrêter la molécule que vous me donniez, j'étais arrivé à 5 mg parce que je n'avais pas de résultat avec 1. On y va toujours très progressivement. En pharmacologie, c'est la fameuse relation dose-effet. Mais c'est vrai que comme tous les stimulants dopaminergiques, ça agit aussi sur l'area post-REMA, une zone impliquée dans le vomissement, la chémoréceptive trigger zone. Ça génère une stimulation dopaminergique de cette zone qui fait vomir parfois. Donc c'est vrai qu'il y a cet inconvénient qu'à dose forte, on peut avoir des nausées et des vomissements. Et donc, quand les patients me disaient les résultats, je craignais toujours qu'ils ne me décrivent ces nausées et ces vomissements qui sont extrêmement désagréables. Vous allez en convenir si vous êtes couché dans un moment où vous attendez à une performance. C'est pas très beau, quoi. Alors, je m'attendais à ça, et puis ce monsieur à qui je demande l'effet me dit non, j'ai dû arrêter. Il me dit j'ai dû arrêter. Je me dis bon, voilà, ça y est, il a vomi, quoi. Il a vomi sur sa femme. Excusez-moi, j'imagine toujours le pire, hein, ou sa compagne, on va dire. Mais enfin, dans les deux cas, c'est moche. Et il me dit j'ai dû arrêter parce que 5 fois, 6 fois, 7 fois, ma femme en avait marre, quoi. C'était plus possible, c'était trop. Alors moi, je me souviens déjà de Margaret, normalement, il n'y a que le petit doigt qui bouge quand un Anglais réagit violemment, mais là sa mâchoire s'est véritablement décrochée. Elle a lâché le stylo et son œil s'est mis à briller. Même après, elle m'en a demandé, avant de rentrer chez elle, elle m'a supplié de lui en donner quelques flacons, ce que j'ai fait entre nous, mais ne le répétez pas. Mais n'empêche que tous les deux, nous étions ébobis. On était tous les deux vraiment très impressionnés par ce résultat. Et alors après, j'en ai parlé à mon collègue Marc Bellet, qui travaille maintenant chez Actelion, mais qui était à l'époque chez Sandoz, très intéressé par les alcooliques de l'ergot de seigle, et je lui ai dit, mes résultats? Et il m'a dit, non, ça n'intéresse pas notre laboratoire, parce que c'est pas bon pour l'image d'un produit que d'avoir des effets sexuels. Et là, j'étais absolument consterné, parce que c'était vraiment trop tôt. La population n'était pas prête
à l'idée que des médicaments induisent une stimulation sexuelle. Et du reste, soit dit en passant, tout le monde n'est pas d'accord sur l'intérêt de ces produits à tel point que ça n'est pas remboursé et que ça coûte très cher, soit dit en passant. Mais ça n'est pas remboursé, alors que dans certains cas, dans une neuropathie diabétique par exemple, on peut avoir une dysfonction érectile liée à la maladie et on discute un jour peut-être de rembourser ces produits, mais c'est considéré comme un luxe malgré tout. Et déjà d'en parler, c'était trop, donc il ne fallait pas en parler. Néanmoins, prudent, ayant rencontré, alors que j'allais défendre les étudiants pour les échanges Erasmus à Bruxelles, revenant par un avion qui traînait à décoller, il y avait plus de 2 heures de retard, j'avais gardé avec moi donc quelques flacons, et il faut vous dire que avant la première utilisation, j'avais donc rencontré à Bruxelles, en attendant l'avion, une créature, une jeune femme absolument magnifique et sublime, qui avait retenu mon regard pendant à peu près 1h45 avant que je n'ose me lever pour aller l'aborder. Il s'agissait d'une Italienne qui rentrait sur Paris, qui ensuite repartait à Rome, elle travaillait chez IBM, et donc cette jeune femme m'a séduit. Et j'avais très envie qu'il arrive des choses, et je lui ai donc parlé, et j'ai pu quand même la raccompagner à son hôtel en rentrant le dimanche soir à Paris de Bruxelles, où j'avais essayé de bien faire mon boulot, parce qu'il y avait un représentant par pays. Elle n'avait rien à voir, hein. Elle repassait par Paris. Et j'ai donc déposé à son hôtel et je suis rentré chez moi. Puis je me suis dit, bon Dieu, mais je ne lui ai même pas demandé où elle habitait, je ne sais même pas son nom. Non, c'était le samedi soir que je l'ai raccompagnée, excusez-moi, soyons précis. Et le dimanche matin, quand je me suis réveillé, tout vif, comme souvent quand on se réveille à la fin d'un rêve, au milieu ou à la fin d'un rêve, je me suis dit, il faut absolument que je la retrouve, c'est pas possible, je suis stupide. Je l'ai ramenée à son hôtel hier soir à 10h et je ne sais même pas comment la retrouver. Donc je me souvenais du nom de l'hôtel. Donc j'ai appelé l'hôtel, j'ai demandé s'il pouvait me passer Patricia, parce que c'est tout ce dont je me souvenais, mais je ne savais pas son nom de famille. Et par chance extraordinaire, elle était là, et par chance extraordinaire aussi, son avion était le dimanche soir. Donc nous sommes allés tous les deux, elle a accepté que je vienne la chercher, car j'avais une voiture, ce qui est déjà pas mal. Et nous sommes allés à Auvers-sur-Oise, où j'ai ramé pendant quelques heures, jusqu'à m'en faire des ampoules, mais c'est très romantique, vous comprenez bien, Van Gogh, tout ça, le grand jeu, quoi. Donc je l'ai raccompagné à l'aéroport le dimanche soir, et puis on s'est décidé à s'appeler. Donc tous les soirs, pendant des mois, je l'appelais après 9h30, parce que c'est moins cher, et elle me précisait qu'elle était avec son mari, mais qu'ils étaient en train de se séparer, etc. Donc, quand même, c'était prometteur. Au bout de quelques mois, j'ai même compris qu'il était dans le même lit qu'elle, juste à côté, ce qui, quand même, m'a surpris. Mais on parlait anglais, j'ai oublié de vous dire, parce que moi, je ne parle pas italien et elle ne parlait pas français. Bon, après, elle a appris le français. Donc, pendant des mois, on s'est téléphoné. Enfin, je l'ai appelée, plus exactement. Elle ne m'a jamais appelé, mais enfin, bon, ça, c'est pas grave. Et donc... au bout de quelques mois, elle m'a dit de venir à Rome, la retrouver, et elle avait loué sur une île juste en face, je ne sais plus bien le nom de cette île, mais c'était absolument paradisiaque, vous devez vous souvenir le nom, vous savez le nom de ces îles qui sont juste en face de Rome, j'ai oublié le nom. C'est pas l'île Paris, un truc, non, je ne sais plus, il y a une île merveilleuse. Enfin, paradisiaque, j'espère qu'elle est toujours là, parce que si vous pouvez un jour vous y arrêter, ça vaut vraiment le coup, si elle n'a pas été recouverte par les eaux. Et donc elle avait réservé là chez l'habitant et donc je suis arrivé tout content à Rome. Elle est venue me chercher à l'aéroport et nous sommes allés, nous avons pris le bateau et on est allé sur cette île. Et j'avais dans ma poche évidemment du CU 32,85 €, quelques gélules. Et donc on est allé visiter la chambre et là j'ai vu que c'était un grand lit, donc c'était sûr, c'était le soir, il allait se passer quelque chose. C'était pas deux lits séparés comme parfois en Italie, elle avait pris le grand lit, donc c'était le soir, donc il fallait y aller. C'est très dur, vous savez, la première fois, enfin vous devez savoir. Et donc je me suis dit, il faut que ça marche. Et alors, à table, je me souviens avoir pris... bon, on a très bien mangé, on était au bord de l'eau, et j'ai commandé de la poulpe au riz à l'encre noire. Vous savez, comment vous appelez ça Voilà, de la sèche à l'encre noire. Et je suis allé
je me suis levé en disant que j'allais 2 secondes à table, je me suis pris une grosse gélule de 5 et comme on fait quand on a mal, vous savez, on prend plus en pensant que ça fera plus d'effet. Et je vous jure qu'une demi-heure après, j'étais obligé de lui dire que j'étais allergique aux fruits de mer parce que j'ai eu des remontées, des nausées, quelque chose de terrible. Et cette première nuit a été une véritable catastrophe. Mais comme elle était généreuse, elle me l'a pardonné par la suite. Et je n'ai plus utilisé de CU32,85, qu'en plus j'avais utilisé à dose forte au lieu d'aller graduellement. Mais vous savez, quand il n'y a qu'une soirée, il faut assurer quand même. Donc j'ai commis une erreur pharmacologique grossière et je le regrette au moins pour cette première nuit, mais évidemment pas pour les suivantes, d'autant que je n'en ai pas eu besoin par la suite. Le Viagra, oui, il faut bien quand même essayer de remonter un peu la pente. Alors, l'effet sur l'érection, alors justement, là on parle d'un médicament qui va agir directement sur la verge. Quand je vous ai parlé de dopamine et de stimulants dopaminergiques, comme je viens de le faire, c'est des actions centrales. Normalement, j'aurais dû lui sauter dessus, si vous préférez. Mais sans être inhibé, en étant tout excité, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Enfin, il ne faut pas que je m'obsède avec ça, c'est passé. Hein. Donc, on ne revient pas sur cette histoire. Mais parlons de la verge. Alors, ça, c'est ce qu'il y a de plus dur pour un homme, c'est de voir une section transverse. C'est horrible, ça fait mal. Vous voyez, j'ai des mouvements déplacés parce que voir ça, ça fait mal, mais au moins ça permet de comprendre comment ça marche. C'est cet avantage-là. Alors, vous avez une espèce de gaine relativement rigide ici, sous la peau, qui s'appelle l'albuginet. Ça a une certaine importance, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez de ce côté, en dessous, l'urètre, qui est protégé dans le corps spongieux. Ça, c'est pour véhiculer toutes sortes de liquides. Et vous avez les corps caverneux. Alors, les corps caverneux, c'est des structures qui sont faites de fibres musculaires lisses et de capillaires. Fibres musculaires lisses et capillaires. À l'état normal, ces fibres musculaires lisses sont contractées. Les capillaires sont, pour ainsi dire, fermés. Et l'artère caverneuse, qui est au centre, contractée également. Il y a peu de sang qui arrive. Ce qui va se passer au moment de l'érection, c'est que ces vaisseaux-là, l'artère caverneuse, ces vaisseaux-là seront dilatés, plus de sang arrivera, et ce sang va se trouver stocké dans ces petites cavernes qui sont ces capillaires, qui vont se gorger de sang, et les fibres musculaires lisses vont être relâchées, ce qui permettra, au lieu d'être contractées tout autour de ces petits capillaires, cette relaxation, cette ouverture, va permettre au sang de rester stocké dans la verge. Et pourquoi restera-t-il stocké ? Eh bien, parce que le retour veineux, en plus de cet afflux de sang, de cette quantité énorme de sang arrivant dans la verge, enfin énorme, il ne faut pas non plus, excusez-moi, je fantasme un peu, cette quantité de sang qui arrive dans la verge ne va pas en sortir, oui, ça n'est pas un os, mesdemoiselles, ne va pas en sortir parce que la veine qui normalement assure le retour du sang se trouve comprimée sous cet albuginet relativement rigide, mais qui laisse quand même un petit peu de marge, heureusement, va se trouver quand même appuyé, si vous préférez, par cette sorte de gaine, ce qui fait que le sang ne peut pas remonter. Alors ça, c'est l'érection. Il y a même des cas relativement graves qu'on appelle le priapisme. Alors le priapisme, c'est une érection qui dure quand, par exemple, dans certaines formes de leucémie, il y a des emboles qui obstruent ces veines, le sang reste stocké dans la verge et des érections peuvent durer plusieurs jours.
et deviennent alors douloureuses. Mais dans le cas normal, évidemment, l'érection dure, on va dire, un certain temps et se termine souvent par une vasoconstriction artérielle de type activation sympathique qui casse tout. C'est-à-dire le sang n'arrive plus comme on le voudrait, ne reste plus stocké et remonte tranquillement. Donc la verge devient flaccide. C'est triste. Flasque, si vous préférez. Donc ça, c'est le côté triste, ça, c'est le côté heureux. Alors, ça se dilate, évidemment, donc élargissement, mais ça s'allonge également. Enfin, vous connaissez. Alors, la flaccidité, c'est ces espaces qui sont vides de sang, et l'artère qui est petite, et le sang qui remonte, alors que l'érection, ces espaces, qu'on appelle sinusoïdes, à l'intérieur des corps caverneux, sont gorgés de sang, l'artère amène plein de sang, et la veine est comprimée, elle est écrasée, aplatie. Et c'est là que vont intervenir ces nerfs, ces fameux nerfs, qui sont ni adrénergiques, ni cholinergiques. Vous avez des centres de l'érection au niveau thoracolombaire, ce qui veut dire que même chez des sujets paraplégiques, quand la moelle est basse, ce centre peut encore exercer son effet. Un centre thoracolombaire et un centre spinal. Alors la partie thoracolombaire a des fibres qui vont être véhiculées à l'intérieur de la voie sympathique, ça vous rappelle quelque chose, la moelle thoracolombaire, alors que les fibres du centre sacré vont être véhiculées par des voies parasympathiques. Et ces nerfs vont arriver dans la verge. Ces nerfs vont aller à l'intérieur des corps caverneux, par leur ramification, vont agir sur les fibres musculaires lisses présentes dans les corps caverneux, qui sont entre ces espaces sinusoïdes, entre les capillaires, si vous préférez. Donc il y a deux centres de l'érection, incidemment. Donc ces nerfs caverneux, comme on les appelle aussi, vont aller libérer du monoxyde d'azote. Alors, vous comprenez bien qu'il va falloir, d'une manière ou d'une autre, que ces nerfs s'activent pour qu'il y ait l'érection. Et c'est là qu'interviennent les centres nerveux, c'est assez compliqué évidemment, avec éventuellement au niveau central l'intervention de la dopamine, voire de la sérotonine, donc des voies nerveuses qui descendent et qui vont activer ces fibres. Alors les stimulations, vous les connaissez, elles sont multiples, ça peut être tactile, visuel, olfactif, tout ce que vous voulez, ou au cours des rêves. Et donc finalement, ces nerfs étant activés, ces nerfs non adrénergiques, non cholinergiques, vont libérer du monoxyde d'azote. Ce monoxyde d'azote diffuse et va agir sur les fibres musculaires lisses. En plus de ça, vous avez même intervention de l'endothélium, qui aussi est capable de libérer du monoxyde d'azote. Vous avez des réactions de monoxyde d'azote qui induit lui-même de la libération de monoxyde d'azote. Ça existe ce phénomène. Vous avez aussi le flux qui augmente dans la verge qui lui aussi fait libérer du monoxyde d'azote par les cellules endothéliales. Et puis il y a ce monoxyde d'azote libéré par les nerfs. Donc plein de monoxyde d'azote se trouve dans la verge. Et ce monoxyde d'azote, qui se trouve en quantité, va augmenter le GMP cyclique, je vous ai expliqué comment ça marchait, et aboutir à un relâchement musculaire, parce que là, ce relâchement musculaire dépend d'une baisse du calcium libre cytosolique. C'est pas compliqué. Dans certains cas, il augmente, dans d'autres, il diminue, mais au niveau de la contraction, le relâchement dépend de la baisse, bien sûr, du calcium libre cytosolique. Donc on a un relâchement de la fibre musculaire lisse. Si elle se relâche, ça favorise l'afflux de sang et le phénomène de l'érection.
qu'on peut mesurer en clinique, hein, c'est pas dur. On met des petits anneaux sur la verge, et puis on mesure le diamètre pendant la nuit, pendant les rêves notamment, et en même temps la distance entre les deux anneaux. Ça s'appelle le Rigiscan. C'est pas dur à faire, ça c'est pour préciser le déficit en quelque sorte. Alors que se passe-t-il quand on met du Viagra? Vous l'avez compris, on va empêcher la dégradation du GMP cyclique. Si vous n'avez plus de GMP cyclique, il n'y aura plus de relâchement. Donc finalement, comment prolonger l'action du NO? Comment prolonger l'action du NO? Eh bien, en inhibant l'enzyme qui dégrade le GMP cyclique, qui est une phosphodiestérase, qui fait reformer du GMP non cyclique, donc, à partir du GMP cyclique. Cette phosphodiestérase, qu'on avait essayé de bloquer au niveau du cœur, mais en fait, on a bloqué une isoforme et pas l'autre. Il y en a aussi au niveau des vaisseaux, il y en a un peu dans les bronches également, et dans la rétine, il y a différentes isoformes de phosphodiestérase. Mais il se trouve que le Viagra bloque la phosphodiestérase de type 5. Quand on bloque cette phosphodiestérase de type 5, avec le sildenafil, le Viagra, le GMP cyclique augmente. Ce qui veut dire que cette diminution de calcium cytosolique se maintient et prolongée. Donc il y a un relâchement de fibrolyse qui est prolongé. Alors, c'est quand même important de bien voir le schéma. Parce que si je vous demande quel est l'effet du Viagra, et que vous me répondez l'érection, c'est faux. Parce que si le facteur sonne, vous pouvez aller ouvrir. Il n'y a pas de... C'est pas gênant. Vous ne pouvez pas jouer au porte-manteau, si vous préférez. Parce qu'il faut qu'il y ait du NO. Il faut qu'il y ait du NO pour que l'effet apparaisse. Il faut la stimulation. Sinon, il n'y a rien. Donc si un jour vous essayez, ne soyez pas déçus de ne rien voir. Il faut qu'il y ait la stimulation. Skin contact, comme on dit dans les jeux vidéo. Il faut que quelque chose se passe entre les deux partenaires pour que l'érection survienne. Et c'est pour ça, quand on parle de produits qui ont des longues durées d'action, de type Viagra, d'autres dérivés, ça veut dire que la relation physique peut survenir, par exemple, dans les 24 heures qui suivent la prise du médicament, pas le Viagra, mais d'autres, comme le Cialis, par exemple, qui a une durée d'action plus prolongée, mais ça ne veut pas dire 24 heures d'érection. Hein. C'est pas du tout ça. Quand on parlait autrefois parce qu'on les utilise plus, je dis autrefois, mais c'est pas si vieux que ça, mais de produits qui agissent au niveau central, comme stimulants sexuels, ils aboutissent à une libération de NO accrue. Donc ça veut dire aussi qu'on pourrait les associer. On fait libérer plus de NO avec une stimulation centrale s'il y a un manque de désir, et certains patients vous expliquent que c'est ça leur problème. Avec ces stimulants dopaminergiques centraux, avec le risque des nausées, mais passons, et on a des façons pour contourner aussi cet inconvénient, eh bien, on augmente le NO, mais on n'a pas l'effet de prolongation de l'effet du NO. Donc le Viagra, c'est vraiment dans la verge que ça agit. De cette manière-là, ça a été fort bien montré. Et du reste, quand on fait une étude de l'hydrolyse de CGMP, du GMP cyclique, par des concentrations croissantes de sildenafil, sur des extraits de fibres musculalis de corps caverneux, donc des verges coupées en... Enfin bon, vous imaginez, etc. Et donc, on arrive à montrer que l'effet du sildenafil est une inhibition compétitive de la phosphodiestérase qui est censée dégrader le GMP cyclique. Donc, un inconvénient du Viagra et des autres dérivés qui a un peu compliqué le développement de ces molécules, parce que c'est vrai, comme ça ne plaît pas trop aux gens, d'induire cet effet-là, on lui confère des inconvénients qui n'ont pas toujours été vérifiés du reste. Il se trouve que la phosphodiestérase existe ailleurs, notamment dans la rétine. Et quand on bloque la phosphodiestérase dans la rétine, la phosphodiestérase lysoforme 6, ça change la vision des couleurs. Alors si on éteint, ça ne gêne pas beaucoup, mais
ça change quand même les couleurs. C'est un inconvénient qu'on peut dire mineur, évidemment. Si ce n'est que certains ont prétendu qu'il y avait des troubles de la vue qui résultaient de l'utilisation de ces molécules, voire des cécités. Ça a été étudié, ça n'a pas été confirmé. Ceux qui ont eu des troubles de la vue avaient déjà une maladie de la vision avant l'utilisation de ces dérivés. Il n'empêche qu'évidemment, s'il y avait le moindre ennui de cette nature, vous iriez quand même demander un avis autorisé aux ophtalmos. Alors, si on prend un dérivé, un inhibiteur de phosphodiestérase en même temps qu'un dérivé nitré parce qu'on est coronarien, on peut mourir. Alors, par exemple, le cardinal d'Agnello, c'est ce qui lui est arrivé. Alors, pour ne pas dire comment il était mort, les journalistes avaient ressorti ce vieux mot épectase, qu'il était mort dans l'épectase, qui est un vieux terme qu'utilisent un vieux terme d'histoire religieuse. On a quand même trouvé ce qu'il voulait dire. Ça veut dire l'effort de l'âme vers la sainteté. Bon, c'est une façon pudique de dire qu'il est mort dans les bras de sa maîtresse. Ça peut arriver. C'est triste. Alors, je vous ai donc expliqué que ces produits-là, donc je ne vous détaille pas les autres inhibiteurs de phosphodiestérase qui sont utilisés aujourd'hui en lieu et place du Viagra, qui a une durée d'action brève. Les autres actuels inhibent peu la phosphodiestérase de type 6 et d'autre part ont des durées d'action plus longues. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est l'action vasculaire de ces produits. Parce qu'il y a, je vous ai dit que ça dilatait dans la verge la phosphodiestérase de type 5. C'est vrai que ce n'est pas exactement la même phosphodiestérase au niveau des fibres musculaires lisses des artères. Il n'empêche que si on prend trop de Viagra, de sildenafil, ça dilate les artères et ça peut faire chuter la tension aussi. Donc si vous avez en plus un dérivé nitré, ça aussi ça aggrave la situation parce que si la tension s'effondre, vous perfusez mal le cœur. Si la pression est plus basse, il y a moins de pression dans les coronaires et vous pouvez faire un accident coronarien aussi. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on est en bonne santé, il n'y a pas un gros danger à utiliser le sildenafil. C'est seulement quand on a des maladies vasculaires ou de la dysfonction endothéliale, on va dire. Et je vous montre là un résultat, une petite étude que j'avais fait faire à une étudiante qui va bien, qui s'appelle Laetitia, et je lui avais demandé d'administrer des doses croissantes de sildenafil au rat, à des rats mâles. Or, le rat, lui, il n'a pas vraiment besoin d'être stimulé, c'est un peu comme les lapins, ça va très vite. Donc lui, elle l'a observé très bien, elle augmentait les doses de sildenafil, et là, aucune inhibition, elle avait des érections qui la fascinaient. Mais ce n'est pas ça que je lui avais demandé de mesurer. Moi, je lui avais demandé de mesurer la fréquence cardiaque et la pression artérielle des rats. Et ce qui est intéressant, c'est que même à dose très forte, les variations de pression artérielle systolique, les deltas de pression artérielle systolique ou diastolique, sont pratiquement nulles, ou de pression moyenne, si vous préférez. C'est-à-dire que quand vous êtes en bonne santé et que vous prenez du Viagra, vous n'avez pas de variation de tension. Néanmoins, si vous regardez bien les choses, vous constatez qu'avec des doses fortes de Viagra, ça rappelle les effets du NO évidemment, le cœur s'accélère. Vous commencez à vous dire, si le cœur s'accélère, ça ne va pas être un effet direct du vasodilatateur potentiel, ça doit être la réaction réflexe à la vasodilatation. Parce qu'on ne voit pas toujours une vasodilatation à partir du moment où on est en bonne santé,